Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose d'ouvrir le dossier numéro 25 Zappa Show et de revenir sur la saison 7 de Game of Thrones, donc ne zappe pas. Et oui ça y est, ça touche à sa fin, nous avons abordé déjà la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'avais déjà fait aussi la saison 8 quand j'avais visionné la série, donc du coup il ne manquait plus que la 7, et ben c'est maintenant que ça arrive. Donc je vais revenir sur chaque épisode, je vais te dire en fait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je referai un petit bilan aussi de la saison 8 épisode par épisode en essayant de compléter aussi la première critique que j'avais fait, que tu peux retrouver juste ici d'ailleurs. Et puis après je ferai un petit bilan général sur la série Game of Thrones. Donc voilà, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, deux petites choses. Bon, la première, tu la connais, c'est le petit rituel. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, car ça fait toujours plaisir, ça prend du temps. Cette vidéo, en plus, va être très longue à construire et à monter. Donc, ça fait toujours chaud au cœur de recevoir un petit like ou un petit abonnement. Donc, surtout, n'hésite pas. Et deuxième point, c'était concernant Game of Thrones, du coup, la saison 7. Je voulais déjà t'expliquer comment je procédais en fait pour faire les vidéos sur les saisons. En fait, je regarde la saison et à chaque épisode, en fait, au fur et à mesure, je note tous les événements sur mon téléphone en mettant sur pause. J'attends pas la fin de l'épisode parce que sinon, je me dis ça se trouve, j'ai oublié ou j'ai déformé le propos, etc. Donc, je note vraiment au fur et à mesure tout ce qui se dit pour être sûr d'être au plus proche de la réalité. Et donc ensuite, ce que je voulais te dire par rapport à cette saison 7, c'est qu'il ne faut pas oublier que en saison 6, D.B. Weiss et David Benioff ont dit que la saison 7 et 8 seront les dernières de Game of Thrones. Et que la saison 7 comporterait 7 épisodes contre 10 habituellement et la saison 8, 6 épisodes contre 10 habituellement. Ça voulait dire, sur un plan scénaristique, que déjà, c'était mal barré parce que ça voulait dire qu'il y avait 13 épisodes pour conclure les deux grandes batailles, la guerre contre le marchand blanc, la guerre pour le trône de fer, plus toutes les batailles qui ont découlé autour, parce qu'il y avait quand même des alliances autour de ça avec Au-Jardin, Dorne, etc. Donc tout ça, en termes scénaristiques avec les sous-intrigues, c'était quand même assez chaud, voire impossible à compléter en seulement 2 saisons. Ensuite, le deuxième point, c'est que au niveau budgétaire, c'est la même chose. On est sur une série. Alors, ok, il y a des épisodes qui pourraient rivaliser avec certaines productions cinématographiques, mais on reste quand même avec un budget de série. Game of Thrones coûte très cher, les costumes, les décors, les acteurs, la bande-son, les effets spéciaux, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Du coup, faire les deux batailles, Port-Réal, enfin pour le trône de fer, et puis après les marcheurs blancs, plus tous les petits trucs qu'il y a autour, c'était en termes de budget aussi quasiment impossible. Ça, je tenais absolument à le souligner parce que oui, en effet, j'ai vu la saison 8 en 2019 lorsqu'elle est sortie. Ça fait 5 ans, j'étais très en colère après David Benioff et D.B. Weiss, pardon. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours en colère contre eux. Mais très clairement, il était clairement pas possible de terminer la série correctement. Et HBO qui voulait continuer la série jusqu'à 10 saisons, je ne comprends pas pourquoi en fait ils ont donné leur feu vert à D.B. Weiss et David Benioff. Ils auraient dû leur dire ok les gars, vous êtes fatigués, vous en avez marre, vous arrêtez en saison 6 comme vous avez prévu, et puis on va recruter d'autres personnes pour travailler dessus. Ça aurait pu se faire, je pense. En fait, ils n'ont pas fait le choix et du coup, on connaît ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est important de le garder en tête parce que les questions budgétaires et les questions scénaristiques, du coup, on va très vite s'apercevoir que, en effet, le fait d'avoir choisi de tout conclure en 13 épisodes, ça allait être vite problématique. La saison 7 de Game of Thrones a été diffusée en 2017. Elle a rassemblé entre 9 et 12 millions de téléspectateurs américains, c'est énorme. Et la saison 8 a été diffusée en 2019, comme je te le disais tout à l'heure, et rassemblait entre 12 et 14 millions de téléspectateurs. Pour rappel, en saison 1, on était à 2,5 millions. Donc les chiffres ont été multipliés par 6. C'est quand même fou que la série, en 8 ans d'existence, ait vu son audience multipliée par 6. Généralement, on est plutôt sur l'inverse. Hein. Alors moi, je connais peu de séries qui ont connu une évolution comme ça, avec le temps, plutôt comme ça. Donc voilà, donc ça c'était juste pour le petit rappel, et nous allons attaquer avec la saison 7. Je vous remets notes, hein, parce que tu te doutes bien que je n'ai pas tout retenu par cœur, et c'est parti. Avec l'épisode 1, nous avons Arya qui tue tous les gens qui ont massacré sa famille lors d'un banquet où elle les empoisonne. Donc là, je parle des frais, bien entendu. Arya, quand même, qui après fera la morale quand même à Daenerys parce que bon, elle a fait exécuter 2 personnes.
Voilà, et parce qu'elle a des doutes sur elle. Mais bon, Arya est pas nulle, elle devrait balayer devant sa porte. Bran arrive au Château Noir, Sansa et Jon sont en désaccord concernant les questions de sanctions. Sansa veut punir les Ombles et les Karstark, et Jon, lui, ne veut pas punir les enfants pour les fautes des pères. Donc en fait, il va y avoir une dualité assez présente souvent entre Sansa et Jon Snow. Cersei est cernée d'ennemis, Jaime dit d'Euron Greyjoy qu'il n'est pas nomodingué, et Euron dit que pour prouver sa valeur à Cersei, il reviendra avec un cadeau. En effet. Sam découvre un endroit dans la citadelle dont l'accès est bloqué par une grille et qui renferme certains ouvrages qui vont avoir une importance pour la suite. Ed Sheeran pousse la chansonnette pour la petite anecdote. Clegane voit dans les flammes les morts marcher au-delà du mur. Et dernier point, Daenerys arrive à Père Dragon. Je voulais m'attarder sur ce point. Lorsqu'on quitte Daenerys, donc du coup à Meereen en saison 6, tout va plutôt bien. Et si vous faites bien attention, en fait, l'ambiance est beaucoup plus pesante lorsqu'elle arrive à Père Dragon. Elle arrive aussi vêtue de noir, alors qu'habituellement, ses tenues, c'était du bleu, du blanc, etc. Là, pendant toute la saison, en fait, elle sera habillée en foncé, excepté lorsqu'elle portera son manteau blanc, là, avec les petits liserés rouges, qui vont gagner en liserés rouges à la fin de la saison, parce que je crois qu'ils y sont pas au début. Mais en fait, plus elle devient folle, en fait, j'ai l'impression que plus le manteau, a une symbolique. Il faudra revérifier, mais je crois qu'il est vraiment blanc en tout début. Donc voilà, elle serait annonciateur de son basculement vers le côté de la force, vers le côté noir de la force. Voilà, c'est un peu grossier parce qu'on comprend pas trop justement entre le dernier épisode de la saison 6 et le premier épisode de la saison 7, en fait, pourquoi tout de suite ça devient plus austère, plus froid, et Daenerys aussi, sur son visage, il y a quelque chose d'un seul coup qui apparaît de manière beaucoup plus appuyée. Donc voilà, pas très subtil. Épisode 2, on a Daenerys qui rappelle à Varys sa loyauté versatile. Il lui promet que s'il voit qu'elle défaille, il le lui dira plutôt que de conspirer à la trahir. Daenerys lui dit que de toute manière, s'il la trahit, elle le brûlera. Bon, on saura tout ce que ça donnera par la suite. Daenerys rencontre Mélisandre qui lui parle d'une prophétie ramenant l'aurore dans laquelle Daenerys et Jon auraient un rôle à tenir. Est-ce que c'était Azor Ahai qui était positionné comme ça par Mélisandre? En fait, les showrunners n'en font rien puisque il n'y aura jamais d'Azor Ahai et que le rôle de Daenerys, certes majeur dans la bataille contre les marchands blancs, n'aura pas... parce que c'était ça le rôle dont elle voulait jouer. On est en droit de se poser la question quand même et de s'attendre à ce moment-là quand elle dit quelque chose, et surtout pour ceux qui ont lu le livre, de se dire il va peut-être y avoir quelque chose par rapport à Azor Ahai, mais en fait ce ne sera pas le cas. Daenerys dit qu'elle n'est pas ici pour devenir la reine des cendres et refuse d'attaquer Port-Réal pour éviter tout massacre. Daenerys propose un siège de Port-Réal. Donc Daenerys, saison 7, épisode 2, n'est toujours pas tarée et n'est toujours pas cette personne qu'on va nous essayer de nous faire croire qu'elle est en fin de saison. Parce que là, elle est quand même réfléchie. Mais Daenerys s'entretient avec Lady Olenna qui lui dit de ne pas être un mouton comme les nobles dont font partie Tyrion, et lui donne le conseil de rester un dragon. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a des choses par des interactions, dans des dialogues à droite, à gauche. Alors non seulement des fois on va assister à un dialogue dans une scène et puis la scène d'après ça va être complètement contradictoire. Des fois on va assister à des scènes complètement what the fuck, on y reviendra, je t'en parlais. Et puis des fois on va assister à des scènes comme ça où ça va placer des choses de manière pas très subtile pour faire avancer le scénario et surtout pour ancrer dans la tête du téléspectateur ce qu'on a envie de lui faire comprendre, c'est que Daenerys est très instable psychologiquement. Voilà, donc cet entretien avec Lady Olenna, je trouve, reflète un peu ça, en tout cas elle le prépare. Sansa est toujours aussi débile, puisqu'elle va dire à Jon que l'invitation de Daenerys et Tyrion est sans doute un piège, mais lors de la même discussion, elle dit que Tyrion était bon avec elle, et là du coup elle sert tout son laïus disant attention, méfie-toi, c'est peut-être un piège. Bon, non, mais c'est un peu un non-sens, dans le sens où Tyrion, en effet, aurait pu profiter de Sansa, de sa situation. Il ne l'a pas fait parce que Tyrion, c'est quand même une bonne personne. Donc franchement, dire ça, et puis en même temps, dire attention, c'est peut-être un piège, en sachant qu'elle ne connaît pas Daenerys, et en sachant qu'elle connaît Tyrion, qu'elle a un bon retour sur Tyrion, ce dialogue, en fait, n'a pas de sens, quoi. À part encore augmenter la méfiance envers Daenerys et Tyrion. D'ailleurs, Jon, lorsqu'il part donc pour rencontrer Daenerys et Tyrion, il laisse les clés du Nord à Sansa et elle esquisse un sourire. Et donc, du coup, je trouve ça assez ironique quand on sait que Sansa va souvent pointer du doigt que la seule chose qui intéresse Daenerys, c'est d'accéder au trône, etc. Elle, quand même, une de ses prétentions, même si elle ne le dit pas forcément, mais ça se voit quand même clairement
dans ses interactions, c'est qu'elle veut être reine du Nord, elle veut l'indépendance du Nord, et d'ailleurs elle le formalisera après par la suite. Donc du coup, il y a une espèce d'hypocrisie aussi avec ce personnage. Enfin, moi, sans ça, tu l'auras compris depuis le début, c'est un personnage que je déteste. Et puis enfin, il va y avoir quelque chose de très décevant, et là on va arriver donc à ce que je te disais de retenir. C'est sur la bataille de la flotte des Ferney contre Euron Greyjoy. La bataille est très décevante, elle dure en moyenne à peu près 5 minutes à tout casser, et elle est archi-cutée au montage. C'est une catastrophe, on n'y voit que dalle dans les combats, dans les échanges, etc. C'est super difficile à voir. Ça a un goût d'expédier à la va-vite, et du coup, ben voilà, ça donne une bataille très brouillon, on n'y voit que dalle. Du coup, ça déjoue tous les enjeux, parce que quand même, Euron Greyjoy contre les Aspics des Sables et la flotte de Yara, ça avait quand même moyen d'avoir de la gueule, et au final, on se retrouve avec quelque chose de très moche. Les Aspics des Sables, je trouve, sont pas à la hauteur de leur réputation. Et donc, du coup, bah, ça donne une conclusion à l'épisode vraiment nulle. La seule chose qui est marquante dans cet épisode, c'est lorsque Yara est aux mains de Euron Greyjoy et que Théon se retrouve face à lui et que Euron lui dit bah, vas-y, viens chercher ta sœur, et que Théon fait le choix de sauter par-dessus bord pour s'enfuir. Et donc, on voit vraiment la tristesse dans les yeux de Yara, et je trouve que c'est le seul moment bouleversant de cette scène. Après tout le reste, la mort des Aspics des Sables, enfin d'une partie des Aspics des Sables, est plutôt aléatoire et on se fout un petit peu de ce qui se passe. Épisode 3, donc nous avons Mélisandre qui confie à Varys qu'elle a terminé sa mission en faisant se rencontrer le feu et la glace. Qu'elle a terminé sa mission en faisant se rencontrer le feu et la glace, ben non, parce qu'on va découvrir justement que en saison 8, sa mission est loin d'être terminée parce qu'elle joue un rôle crucial. Cersei tient entre ses mains la dernière fille des Aspics des Sables, donc ça je trouve cette scène plutôt réussie, parce que Cersei va faire le choix d'embrasser la fille donc d'Ellaria, avec le même poison qui a servi à tuer Myrcella, et du coup, Ellaria va assister à la mort, du moins dégradante, mais ça c'est hors caméra, on ne le verra jamais, de sa fille. Et donc je trouve cette scène, c'est très cruel, très bien amené, et même si on ne voit pas, en fait des fois il n'y a pas besoin de tout montrer. Et là pour le coup, je trouve ça plutôt bien fait. Autant la mort des deux premières Aspics des Sables, c'est un peu bidon, autant là je trouve que c'est plutôt intéressant. Cersei et Jaime couchent ensemble, Cersei ne se cache plus. Daenerys promet de donner son ver dragon à Jon et ses hommes. Sam sauve Jorah et les Immaculés prennent Castle Rock, mais sont surpris du peu de Lannister présent là-bas. Ces derniers ont été malins et ont profité de cette diversion pour prendre Haut-Jardin. Et donc on y vient, la bataille de Haut-Jardin est du coup totalement inexistante. Et c'est hyper décevant parce que Haut-Jardin, déjà, la famille Tyrell, c'était une famille hyper importante qu'on suit déjà depuis plusieurs saisons. C'est une famille très puissante parce que c'est une famille très très riche, donc il y avait moyen quand même d'offrir une bataille digne de ce nom à la série Game of Thrones, et en fait on n'en verra rien. Et c'est, je trouve, vraiment un gros gâchis, et c'est pas à la hauteur des couleurs de la maison Tyrell. Putain, Daenerys, enfin Marjorie et puis Olenna étaient quand même deux forts personnages, et je trouve que elles ont pas une sortie quand même hyper chouette, quoi. Enfin, leur personnage a été quand même assez mal exploité. Et donc Lady Olenna meurt empoisonnée et fait la révélation à Jaime de lui dire qu'en fait c'est elle qui a tué son fils, voilà, Joffrey. Bran donne la dague que Littlefinger lui a donnée à Arya, pardon, et je crois que cette dague, sans me tromper, c'est la dague en acier valérien que Arya va utiliser pour du coup le roi de la nuit. La bataille qui oppose Daenerys au Lannister est sublime, par contre, celle-là elle est plutôt bien filmée. On voit que la baliste peut blesser un dragon, puisque le dragon de Daenerys se reçoit une grosse, je sais plus comment on appelle ça, on voyait une lance, voilà, dans le corps, et donc du coup Daenerys essaie d'enlever cette lance, et là Jaime veut essayer d'en profiter pour tuer Daenerys, sauf que bien sûr Drogo va s'interposer, et donc du coup, en crachant son feu, Jaime va être sauvé de justesse par Bronn, et ils vont finir au fond d'un lac. Honnêtement, si Jaime était mort au fond de ce lac-là, enfin de cette étendue d'eau, ça aurait pas été une grosse perte quand on sait ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Épisode 3, mi-figue et raisin surtout pour la bataille de Haut-Jardin qui est inexistante. Et après, c'est un petit peu rattrapé par la bataille quand Daenerys essaye de récupérer un peu le butin. Épisode 4, Daenerys. Alors, l'épisode 4, là on est sur un morceau hyper important parce que ça va nous être servi à toutes les sauces de manière des fois complètement con.
c'est le fait que Daenerys condamne à mort le père et le fils Tarly. Il ne reste donc que Samuel, et pour certains et certaines, cette scène montre la folie de Daenerys. Je rappelle donc que nous sommes en temps de guerre et qu'on ne gagne pas la guerre avec des paillettes et des licornes, que Daenerys leur demande de prêter allégeance, qu'ils refusent. Donc Daenerys s'est fait exécuter. Certes, elle aurait peut-être pu les emprisonner, mais pour en faire quoi par la suite? En termes de loyauté, même si après ils disent ok, on te servira, est-ce qu'on peut croire à 100% leurs paroles? C'est pas dit. Et donc cet événement, le fait que Daenerys ait condamné le père et le fils Tarly, ça va être ressassé. Jaime essaye de raisonner Cersei sur le fait d'arrêter la guerre. Fait important, Jon parvient à toucher un dragon devant le regard étonné de Daenerys. Jorah revient à Daenerys, donc ça c'est une très belle chose. Et puis alors le discours entre Varys et Tyrion, donc on y revient, est artificiellement mis en place pour faire croire que Daenerys perd petit à petit le contrôle de sa psyché, quoi. Notamment du fait justement qu'elle ait brûlé les Tarly qui ont refusé de prêter allégeance. Donc ça va être emmené de manière très très artificielle, ça va être posé là encore, parce que au cas où si ça serait pas encore amorcé, ça va être longtemps martelé dans la tête du téléspectateur. Et il y a même aussi, ça va être fait sur un aspect auditif, ça va être aussi fait sur un aspect visuel, parce que lorsque Daenerys brûle en fait une partie de l'armée Lannister, en fait, il y a Tyrion qui marche dans les décombres et qui a la mine désolée. Mais putain, Tyrion, t'es en temps de guerre, quoi. Donc je vais dire que tu utilises des dragons pour détruire tes ennemis ou que tu les empales sur une pique, j'ai envie de dire, le résultat au final, à la fin, ils sont morts quand même, quoi. Donc il faut arrêter de faire sa mine désolée et penser que tu vas gagner la guerre de façon diplomate avec des bonbons. Enfin, non, mais... Voilà, donc tout ça, en fait, c'est très forcé, c'est très artificiel, que ce soit au niveau de l'image, au niveau de l'écriture, et on continue, en fait, de marteler ça à longueur de temps. Je reviens, mais je le martèle aussi, parce que c'est le cas, en fait, ça revient tout le temps. La conversation entre Arya et Sansa est très intéressante, car elle porte sur la soif de pouvoir de Sansa. Arya montre qu'elle voit clair dans le jeu de Sansa. Idem, ici, tout ça, ça fait très artificiel, parce que lorsque Arya retourne à Winterfell et retrouve Sansa, donc elles ont peu d'échanges ensemble, le peu d'échanges qu'elles ont en effet est tendu, ça reste à peu près similaire à ce qu'il y avait avant. On sait très bien qu'avant Sansa et Arya étaient loin d'être proches, elles étaient totalement différentes. Arya était aventurière quand Sansa rêvait d'être une princesse, une dame du monde. Et donc du coup, tout ça fait artificiel parce qu'on se demande comment Arya, en si peu d'interactions, si peu de temps de présence, peut voir clair dans le jeu de Sansa. Voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre. Tyrion retrouve Jaime, mais Tyrion ne se fait pas couper en deux ou tué par Jaime qui avait pourtant promis de le tuer parce que du coup Tyrion avait tué leur père. Non, il n'en sera rien. Le personnage de Jaime est d'ailleurs un peu contradictoire parce que donc justement une scène précédente il demande à Cersei d'arrêter la guerre et lorsque Tyrion dit à Jaime de demander à Cersei de ployer les genoux devant Daenerys, celui-ci refuse. Donc, je sais pas, tu vas arrêter la guerre ou pas? Un coup, tu parles à Cersei, tu lui dis qu'il faut arrêter la guerre. Ton frère te demande de demander à Cersei de ployer le genou devant Daenerys et de dire à Cersei d'arrêter tout. Et là, tu dis que non. Voilà, c'est dans le même épisode, hein. C'est juste 2 scènes après. À la bouche. Cersei annonce à Jaime qu'il va être père. Cersei menace Jaime de ne plus jamais la trahir. Et ce lien est tellement incompréhensible entre les deux. Moi, je ne comprends pas. On reviendra sur l'évolution des personnages. Mais comment Jaime, en fait, peut rester autant attaché à Cersei? C'est pareil, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Enfin, dans l'histoire, il y a quelque chose dans lequel moi, j'arrive pas à adhérer complètement. Enfin, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas qui m'échappe. Samuel quitte la citadelle des Mestres en emportant des livres et des parchemins. Arya suit Littlefinger et découvre qu'il s'est procuré un parchemin pour faire chanter Sansa si nécessaire. Mais Littlefinger, lui aussi, surprend Arya en train de sortir de sa chambre. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va mener. Tyrion dit de Daenerys qu'elle est impulsive et cite la mort des Tarly. Encore, voilà, au cas où si on n'aurait pas compris. Bon. Daenerys est froide et dure débilement envers Tyrion. Alors c'est vrai que moi je suis un défenseur de Daenerys. Mais alors on assiste à une scène absolument con où Tyrion dit à Daenerys il faudrait penser à votre succession, on est en temps de guerre. Si vous arrive quelque chose, comment on fait? Et en fait Daenerys est vraiment débile dans cette scène, elle est impulsive, elle paraît complètement fermée elle est complètement fermée au dialogue, elle est froide, elle est dure, et donc du coup ça renforce juste avant ce que Tyrion dit sur le fait qu'elle est impulsive et qu'elle peut vriller, quoi. Parce que là, très clairement, c'est juste une conversation lambda, il n'y a pas de raison de s'énerver en fait.
Épisode 7, Tyrion dit à Cersei qu'il est là pour contenir les pulsions de Daenerys, mort de rire. C'est vrai qu'il arrive bien à les contenir, et puis les pulsions de Daenerys, alors pas tant que ça, même si on mange clairsème de ci, de là. Littlefinger invite Sansa à reprendre le contrôle de Winterfell en trahissant Jon, voilà, donc il essaie de manipuler les pions. Littlefinger fait croire à Sansa qu'Arya vise le statut de dame de Winterfell. On se demande comment un personnage aussi intelligent que Littlefinger puisse se dire que Sansa va gober ça, puisque même si elle n'a pas vu Arya depuis longtemps, elle sait très bien qu'Arya n'a aucune vocation à devenir dame de Winterfell. Donc c'est une stratégie complètement con. Et voilà. Peu de temps après, justement, Sansa convoque Arya pour trahison, mais cela se retourne contre Littlefinger qui se fait exécuter. Mais l'arc Arya, Sansa, Littlefinger, mais c'est tellement débile par rapport à tout ce que je viens de dire. Littlefinger, c'est un personnage hyper intéressant. Il méritait une mort digne de lui, quoi. Là, c'est déjà, en plus, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va Arya Sansa, elles s'entendent pas. Donc, il n'y a rien qui amène au fait qu'elles sont en train de préparer quelque chose pour piéger Littlefinger en caméra. Donc ça, c'est vraiment apporté comme un cheveu sur la soupe. C'est nul, vraiment. Et puis, du coup, la mort de Littlefinger, c'est pareil. Je trouve que Littlefinger aurait mérité bien mieux que ça, mais malheureusement, moi ça me gêne pas qu'il meure, mais franchement, comment ça a été emmené, ça n'a pas de sens, quoi. Cersei annonce qu'elle a menti au sujet de l'aide qu'elle a promis d'apporter au nord contre les marcheurs blancs. Elle devine qu'un des dragons a dû subir quelque chose, puisque Daenerys, lorsqu'elle arrive à Port-Réal, arrive avec 2 dragons au lieu de 3. Et elle part de la compagnie dorée qui comporte 20 000 hommes. Et Jaime part aider le nord. Donc voilà, là c'est aussi contradictoire. Enfin, Jaime, il apprend que sa sœur a menti, qu'elle préfère prendre le risque qu'une armée de morts dévaste tout et emporte tout sur son passage. Lui, par contre, continue et maintient son engagement envers Daenerys et Jon pour aller combattre les marchands blancs. Comment peut-il continuer en fait d'aimer sa sœur? Voilà, je continuerai de me poser la question, je crois, jusqu'à la fin de la vie. On a Bran qui annonce à Sam que Jon n'est pas un Stark mais un Targaryen, et Jon dit Aegon Targaryen est donc le prétendant direct au trône et non sa tante Daenerys. Et les marcheurs blancs abattent le mur de glace grâce aux dragons de glace qu'ils ont capturés. Voilà pour la saison 7, donc on est sur une saison 7 archi-cutée, que ce soit au niveau des déplacements, notamment avec le passage où Jon et sa petite armée en fait sont encerclés par les marcheurs blancs dans la neige là, au-delà du mur, et que du coup le mec se barre, il a le temps d'envoyer un corbeau, Daenerys reçoit le corbeau, elle a le temps d'arriver en un laps de temps record. Ça aurait jamais été possible dans les saisons précédentes. On a des cuts au niveau des dialogues, on a des dialogues complètement incohérents d'un passage à un autre. Oui, pour Mélisande, je me suis trompé. En effet, Varys retourne à Port-Réal, à Westeros, puisqu'il accompagne Daenerys justement pour montrer le marchand blanc à Cersei. Mais bon, si c'est ça, à quoi ça sert de faire une prédiction comme ça? C'est inutile, quoi. Parce que Varys n'a pas de rôle capital dans cette scène-là. Donc, bref. Et donc voilà, c'est archi-cuté au niveau des batailles, au niveau des choix scénaristiques, enfin voilà, rien ne va dans cette saison 7. La saison 7 que j'avais bien aimée lorsque je l'avais visionnée la première fois, et en fait avec le recul je me rends compte qu'elle était loin d'être bonne cette saison. Voilà, embarquons maintenant pour la saison 8, épisode 1, Daenerys et Jon arrivent à Winterfell avec leur armée. L'accueil envers Daenerys est glacial, mais alors pourquoi? Alors certes nous sommes dans le nord, mais quelle est la raison du peuple et des gens et des personnes qui se trouvent à Winterfell d'être glaciales envers Daenerys? Je rappelle quand même que c'est elle qui vient avec sa plus grande armée et que sans elle, clairement, vous êtes cuit. D'où vous lui réservez un accueil glacial. Elle vous a jamais rien fait, elle vient vous aider, et pourtant l'accueil est comme ça. Donc bon, encore quelque chose d'artificiel qui s'ajoute un petit peu à l'édifice qu'on est en train de monter autour de Daenerys. La guerre entre Sansa et Daenerys commence lorsque Sansa évoque toutes les bouches à nourrir, lorsqu'elle demande de quoi se nourrissent les dragons, et en fait Daenerys lui dit de tout ce qui lui plaît en esquissant un sourire, et on peut comprendre en fait qu'il pourrait très bien se nourrir de Sansa. Je trouve ça quand même assez drôle, mais c'est pareil, cette bataille entre Sansa et Daenerys est artificielle, dans le sens où Daenerys se sent pas très bien accueillie, donc on peut comprendre en fait qu'elle soit pas très aimable, mais Sansa elle a aucune raison en fait de mal accueillir Daenerys en fait. Arya et Jon discutent, Arya dit que Sansa n'aime pas trop sa reine Daenerys. Pareil, il n'y a rien d'évoqué quant à ses motivations. Jon répond que Sansa se croit la plus intelligente du monde, et Arya prend la défense de Sansa car elle défend leur famille.
Mais je rappelle que au-delà de défendre la famille, enfin Arya, tu lui dis que Sansa a raison parce que Sansa défend sa famille et qu'elle veut que Jon se méfie de Daenerys parce qu'elle appartient pas à votre famille. Mais enfin, en même temps, Daenerys, elle est là pour sauver votre famille. Donc si tu te conduis comme une idiote avec Daenerys, tu prends le risque aussi qu'elle ait envie de se barrer et puis qu'au final, tu sois tout seul à te débrouiller et que ta famille potentiellement crève. Donc au bout d'un moment, on assiste à des dialogues, à des discours qui n'ont ni queue ni tête. Arya dit à Jon de ne pas oublier sa famille, et donc bah, voilà, on assiste à quelque chose de complètement what the fuck. C'est bon, on libère Yara aussi facilement que elle fut faite prisonnière, voilà, parce que autant Yara c'était hyper décevant comment elle s'est battue contre Euron Greyjoy, ben là en fait c'est bon, arrive, il la libère, la bataille c'est pareil, je crois qu'on voit rien du tout quasiment, et puis il la libère comme ça d'un claquement de doigts. Budget. Sam apprend la mort de son père et de son frère par Daenerys, il le prend mal alors que son père était quand même un con, quoi, faut le dire. Enfin, la seule fois on voit Sam rencontrer son père est juste odieux, à tel point que Sam vole son épée et se barre. Donc, bon, alors après, ça, c'est vrai que c'est pas parce que ton père est un con que tu souhaites forcément sa mort. En effet, il y a quand même un pas à pas franchir. Mais bon, de là à sembler si dévasté quand on voit comment était son père et puis pour qui il prête allégeance, enfin, je trouve ça pareil. Un peu trop prononcé, un peu trop forcé à mon goût. Donc Sam annonce à Jon qu'il est le roi légitime, et avant cela, Sam dit ce que Daenerys a fait à son père et à son frère, à Jon. Et Jon dit que lui, il a déjà fait ça pour moins que ça. Donc en fait, c'est vrai. Franchement, cet événement en fait va cristalliser tout autour de Daenerys. On va dire que c'est une saloperie parce qu'elle aura brûlé 2 personnes qui refusent de lui prêter allégeance en temps de guerre. Jon lui dit qu'il a fait pire. Ned Stark aussi a fait déjà exécuter des gens. Tout le monde a déjà fait ça. Des fois, même pas forcément en temps de guerre, de mémoire. Et pourtant, ça fait pas 2 des monstres, quoi. Là, c'est le cas. Et puis en plus, c'est complètement absurde puisque Sam demande à Jon si Daenerys lui a dit ce qu'elle avait fait justement à son père et à son frère. Mais comment Daenerys aurait pu dire à Jon, écoute, là j'ai tué le père de Sam et son frère. Elle ne sait pas, elle vient juste de rencontrer Jon, elle ne sait pas que Jon et Sam se connaissent. Donc du coup, puis elle fera le lien que au moment justement où elle annoncera la mort à Sam de son père et son frère, elle va faire le lien. C'est là qu'elle va découvrir que Sam en fait, elle a brûlé son père et son frère. Donc comment tu veux qu'elle annonce à Jon, quoi? Enfin, au bout d'un moment, c'est complètement ridicule parce que ça, c'est la scène juste avant. Donc c'est débile. Et puis ensuite, Sam remet en cause Daenerys sous prétexte qu'elle n'abandonnerait certainement pas sa couronne pour son peuple. Mais je rappelle juste que Daenerys met en pause sa guerre pour conquérir le trône de fer à Westeros pour venir aider justement le peuple de Winterfell et le peuple au sens plus large. Donc c'est pareil, sa question est complètement débile. Donc on assiste, on a l'impression que les personnages sont sous acide en fait, ou peut-être qu'ils se droguaient d'une scène à une autre. Et donc voilà, des personnages qui sont pourtant intelligents deviennent foncièrement débiles en fonction de leur interaction. Épisode 2, la preuve qu'elle n'est pas folle est encore présente, puisqu'elle ne fait pas exécuter Jaime, qui est pourtant, là, elle aurait une raison vraiment forte de faire exécuter Jaime, parce que il est avec Cersei, il est très proche de Cersei, etc. Elle ne le fait pas. Mais elle s'en prend même un peu à cran, hein, parce que bon, faut quand même pas non plus essayer de la montrer totalement gentille. Bran dit que Jaime n'aurait pas changé s'il ne l'avait pas poussé du haut de la tour. Alors ça, c'est pareil, c'est complètement con. Que Bran dise que Jaime n'aurait pas changé s'il n'avait pas poussé du haut de la tour. Est-ce que Jaime réellement a changé depuis qu'il a poussé Bran du haut de la tour? On regarde Jaime en saison 1, on regarde Jaime en saison 8. Excusez-moi, mais moi j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment changé. Donc pareil, une discussion qui ne sert pas à grand chose. Tyrion assume ses échecs et le fait de s'être fait prendre au piège par les mensonges de Cersei, parce que Cersei, du fait qu'elle soit enceinte, a dit à Tyrion qu'elle avait changé et que du coup elle enverrait son armée se battre contre les marcheurs blancs. Comment Tyrion, il sait quand même que Cersei avait 3 enfants qui sont morts, en grosse partie quand même à cause de leur mère, comment peut-il croire un instant que Cersei, subitement, se réveille d'un éclair de génie, se dit j'ai changé, j'allais venir t'aider contre la bataille du marchand blanc. Donc c'est pareil, je trouve on ajoute des traits de caractère artificiels en fait aux personnages, on leur fait faire des fautes, on les fait devenir débiles. Tyrion est quand même hyper intelligent et il va commettre des fautes à longueur de temps durant ces saisons
histoire de justement augmenter la colère et d'attiser la colère de Daenerys. Jorah va dire à Daenerys de pardonner Tyrion et de parler à Sansa, comme quoi Daenerys n'est pas si fermée que ça au dialogue, puisque elle prendra le temps d'écouter Jorah et qu'elle s'excusera. Sansa et Daenerys discutent. Sansa dit qu'elle aurait dû remercier Daenerys d'être venue dès son arrivée. Oui, en effet, hein, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Sansa réclame l'indépendance du Nord, ce que Daenerys ne semble pas vouloir faire. Est-ce suffisant apparemment, parce que le fait que Sansa n'ait pas l'indépendance du Nord par Daenerys, ça pose problème à Sansa. Est-ce suffisant pour détester Daenerys? Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Aussi, c'est pareil, elles se connaissent depuis peu. Elles sont en plein temps de guerre. Il y a une grosse bataille, une grosse guerre qui se prépare, voire deux, parce que celle des Marcheurs Blancs n'a pas encore eu lieu. Est-ce que Daenerys comme ça d'un coup elle dit « Ah oui, attends, ça fait 2 minutes qu'on discute, on a l'air super copines, ouais ok, je te laisse l'indépendance du Nord, puis tu vas être reine. » Mais non, forcément, c'est une question géopolitique hyper importante que Daenerys peut clairement pas trancher comme ça, parce que si elle fait ça pour le peuple du Nord, elle va devoir faire ça aussi pour peut-être d'autres. Donc c'est normal qu'elle le fasse pas, qu'elle ne donne pas en fait le Nord à Sansa. Donc faut juste réfléchir. Les choses comme ça justement qui ont été intéressantes à traiter à la fin de la série, parce que justement tout ce que soulevait Daenerys c'était intéressant, on l'avait vu notamment lorsqu'elle avait aboli l'esclavage. Mais là, on se doute bien qu'elle peut pas donner l'indépendance comme ça sur un coup de tête au Nord. Voilà. Donc c'est complètement aberrant. Lorsqu'ils établissent sa stratégie de combat, Daenerys réitère à Tyrion sa confiance, c'est là où je te dis qu'elle lui a pardonné, et elle lui fait des excuses déguisées. Donc elle a bien appliqué en fait ce qui a été ressorti de sa conversation avec Jorah. Voilà. Épisode 3, où sont passés les Dothraki? On ne sait pas trop parce que c'est vrai qu'ils sont vite décimés par les marcheurs blancs. Et en fait, pour moi, sauf si je me trompe, mais là par contre tu pourras me le dire en commentaire et jamais volontairement mon erreur si jamais j'en fais une. Pourquoi en fait ils reviennent pas directement en marchant la nuit? Parce qu'on les voit après, quelques temps plus tard, au bout de 50 minutes d'épisode, le roi de la nuit en fait les ramener à la vie. Mais moi je pensais qu'en fait ils n'avaient pas besoin de ça pour se retransformer. Donc c'est peut-être une incohérence, dis-moi si je me trompe pas. Question niveau stratégie, cette bataille des marcheurs contre les marcheurs blancs est absolument aberrante. Pourquoi ne pas avoir attendu le jour? Voilà. Hormis pour des questions budgétaires, parce que bon, voilà, on sait bien que en tournant dans la nuit, il y a des choses qu'on peut cacher, etc. Ça peut plus facilement être mis en place et coûter moins cher. Mais en termes de stratégie militaire, c'est complètement con. Voilà, tu attends le jour. Et puis du coup, tu peux après attaquer sans problème en ayant une visibilité, etc. Tu repars quand même avec sacrés avantages. Donc bon, c'est quand même un peu aberrant. Deuxième aberration aussi, c'est pourquoi Daenerys, avant de partir avec son dragon dans le ciel et du coup de se perdre dans le brouillard et tout ce que fera émettre le roi de la nuit, pourquoi ne-t-elle pas fait un cercle de feu autour du château? Pour que ça fasse un signal. Parce que bien sûr, la tranchée, ils vont pas réussir à l'allumer, hein, forcément. Enfin, ils vont avoir des difficultés. Donc, en fait, elle aurait fait le tour du périmètre du château, elle aurait fait un cercle autour de feu. C'était bon, quoi. Et après, il n'y avait plus qu'à allumer les tranchées correctement. Ça leur faisait un petit filet de sécurité. Mais aussi, c'est pas fait. Il y a Sansa et Tyrion qui parlent dans la crypte. Sansa dit que Tyrion fut le meilleur homme pour elle. Il dit qu'ils devraient se marier. Mais au cas où on l'aurait oublié, on nous remet une petite couche. Sansa dit mais oui, mais je pense que ça ne marcherait pas entre nous à cause des divergences politiques et du soutien que tu as envers Daenerys. Ça deviendrait vite un problème. Et donc, du coup, les divergences, quelles sont-elles? L'indépendance du Nord, certainement. Après, on ne saura jamais de quelles autres divergences elles parlent. Mais il faut bien essayer de faire semblant de justifier quelque chose qu'on en met plus tard. Missandei entend tout ça, et elle répond à Sansa, c'est vrai qu'on n'aurait plus de problème sans la Reine des Dragons car nous ne serions plus là. Et bim. Voilà, merci Missandei, les scénaristes sont complètement tarés, franchement. C'est vrai que, bon, Sansa qui dit que ça serait vite un problème, mais en effet, il n'y aurait plus de problème si Daenerys n'était pas là, et je trouve excellent de la façon dont Missandei envoie balader Sansa. Le marcheur blanc va effacer la mémoire des hommes en tuant Bran. C'est une idée très étrange. Parce que oui, donc Bran est la corneille à 3 yeux, il connaît le passé, le présent, le futur. On reviendra d'ailleurs sur ça. Mais en fait, si tu Bran, le passé, présent, le futur, en effet, meurt au sein de Bran, mais il existe la citadelle, il existe les parchemins, il existe même les livres que Brienne de Tarse a remplir même à la fin en racontant l'histoire. Donc en fait, c'est pas parce que tu es Bran que l'histoire des hommes va disparaître. Donc là, c'est pareil, je trouve que ça sert pas à grand chose en fait. La prophétie de la Dame Rouge et des yeux, voilà, qui arrive comme ça, subitement.
à 20 minutes de la fin des marcheurs blancs. Et le feu des dragons qui ne peuvent rien contre le roi de la nuit. Ça, je trouvais ça hyper intéressant, mais après, du coup, ça n'aura pas beaucoup d'impact puisque nous allons en venir. J'en parlais déjà dans ma saison sur la saison 8. Voilà, derrière moi, tu vas pouvoir voir des plans que j'ai pris, des photos en plan large d'Arya qui, donc, on la voit très clairement surgir de nulle part sur le roi de la nuit pour l'exécuter. Voilà, d'où elle sort. Il n'y a pas de rempart, il n'y a rien. Et quand tu regardes les plans larges qui sont derrière moi, il n'y a rien autour, il n'y avait que des marchands blancs. Donc comment a-t-elle pu passer et se frayer un putain de chemin? Budgétaire, facilité scénaristique. Parce que du coup, il faut clore le maximum d'arcs parce qu'il reste encore pas mal de choses à faire et la saison est presque terminée. Donc du coup, il faut trouver un raccourci scénaristique et ce raccourci, c'est Arya et les sans visage. Arya qui, je le rappelle, galérait dans la bibliothèque avec quelques morts vivants. Donc là, il y a quand même tout le gratin des morts vivants qui arrivent. Elle passe crème, quoi. Donc, je trouve cette fin du roi de la nuit absolument, mais absolument dégueulasse. Je suis dégoûté. Épisode 4, Daenerys est joyeuse, puis lorsque les exploits de Jon sont évoqués, celle-ci perd sa joie subitement. Bien entendu, qui aura vu ça? Varys. Et c'est tellement appuyé sur un plan visuel que ça devient à vomir, puisque voilà, on sait très bien où ils vont nous emmener. Jon et Daenerys discutent, c'est pas bien écrit. Je trouve que ça fait aussi pareil, leur relation fait très artificielle. Jon va avouer son secret sur sa légitimité à Sansa Arya. Mais alors, Jon a toujours été loyal. Là-dessus, je ne reproche pas. Mais Sansa, quand même, tu te doutes bien que Sansa n'a pas la même loyauté que toi, quoi, mec. Donc bon. Daenerys est folle et pas d'une émotion haine d'une manière peu naturelle, je trouve, dans cet épisode. Daenerys accepte d'assiéger Port-Réal, mais Sansa annonce qu'il faut laisser du temps aux hommes qui sont épuisés. Et Daenerys, du coup, va prendre ça comme une offense et dit à Sansa qu'elle cherche à repousser le moment. Donc ça, c'est pareil, c'est artificiel. On fait monter Daenerys en touche, alors qu'en fait, très clairement, je pense qu'elle n'était pas 3 jours près. Elle pouvait laisser en effet 3 jours de repos aux hommes pour se remettre de ce qu'ils avaient vécu, parce que quand même, c'est pas rien, sans forcément prendre la mouche, quoi. Donc là, pour le coup, je prends la défense de Sansa. Voilà, le truc s'est poussé encore. On montre encore un petit instinct de colère, d'offensive de Daenerys. On assiste ensuite à une conversation ahurissante entre Jon, Arya et Sansa. Jon dit que sans Daenerys, tous seraient morts. Et Sansa répond, ou elle dit, c'est Arya qui a tué le roi de la nuit. Alors oui, mais elle a tué le roi de la nuit grâce à l'armée quand même et au dragon de Daenerys. Parce que sans l'armée de Daenerys, très clairement, je pense que les marcheurs blancs auraient fait une percée beaucoup plus rapide, parce qu'il n'y aurait rien eu pour protéger les remparts de Winterfell. Et Winterfell, à mon avis, Arya n'aurait pas eu le temps de faire ce qu'elle a eu le temps de faire. Donc, en effet, Jon a bien raison de la remettre à sa place. Et puis après, il y a Arya et Sansa qui jouent les sceptiques sur leur confiance à l'égard de Daenerys. Attention, voilà le motif qu'elles évoquent, parce que Daenerys n'est pas des leurs. C'est du racisme. Et puis, donc Jon répond, si tu as confiance qu'envers ceux que tu connais depuis l'enfance, tu n'auras jamais beaucoup d'alliés. Arya répond qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'alliés. Je te rappelle là juste ce qui vient de se passer la veille au soir. C'est grâce aux alliés que tu avais gagné la bataille de Winterfell et que les marcheurs blancs sont morts. Donc on assiste à une scène complètement what the fuck, où en fait les seuls arguments d'Arya et Sansa, c'est parce qu'elle n'est pas de la famille, qu'elle n'est pas des leurs, etc. Et que du coup, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'alliés. Alors que juste avant, la preuve du contraire vient d'être rapportée qu'elles avaient eu besoin. Donc on assiste vraiment à quelque chose d'aberrant. Arya va quand même faire la promesse à Jon de ne rien dire sur le secret qui s'apprête à leur révéler. Sansa va suivre mais va rechigner, et puis on va tous savoir ce que ça donne. Et d'ailleurs, il y a un moment de couple, Jon demande à Bran de dire son secret à ses sœurs, et là ça coupe. Ça aurait pu être intéressant de voir les visages des deux sœurs en apprenant cette nouvelle. Bien sûr, la scène qui suit, Sansa et Tyrion discutent, Sansa médit encore sur Daenerys gratuitement, et pour finir, Sansa trahit sa promesse faite à Jon en parlant à Tyrion du secret de Jon. Voilà. Les adieux de Jon et Tormund et de Jon et Sam sont bouleversants. J'ai trouvé ces adieux très touchants. Et puis j'aime beaucoup l'histoire qu'il y avait, les deux relations. La relation de Jon et Sam est absolument magnifique et celle de Jon et Tormund était la même. Je ne reviens pas sur le second dragon qui s'abat d'une manière absolument déconcertante, avec une facilité pareille, comme tout le reste. Voilà, et je ne parlerai pas non plus de la capture de Missandei, voilà,
pareil, une petite bataille là, qui dure 2 secondes, on ne voit que dalle. Hop, ça cut, on arrive là sur la plage, on va vers Gris qui sort de l'eau et qui crie Missandei, Missandei, et voilà. Et Missandei est capturé. Encore une bataille de torchers, encore une facilité scénaristique pour faire avancer beaucoup plus vite ce qui va se passer. Daenerys, malgré tout quand même, parce que du coup on essaye, enfin pour moi elle est pas folle. Daenerys accepte une nouvelle fois un compromis en acceptant de rencontrer Cersei pour la dernière fois. Donc quand même, putain, dire que Daenerys t'arrive, moi franchement ça me fait mal au derrière. Varys qui dit de Daenerys qu'elle est trop forte pour Jon et que Jon lui mange dans la main, voilà, c'est histoire encore de montrer l'ascendant qu'a Daenerys sur Jon et que le spectateur se prépare à voir ce qu'il va voir. La trahison de Varys est là aussi débile et sa loyauté s'il en a rien tant. Franchement, c'est vrai que déjà les suspicions de Varys, je trouve ça, elle se tient à pas grand chose, à la mort des Tarly, hein, très exactement, hein, surtout à ça. Parce qu'en fait, concrètement, même si on essaie de nous faire croire qu'elle veut brûler les habitants de Port-Réal, en fait, elle accepte encore de rencontrer Cersei pour mettre fin à ça. Enfin, les cloches aussi, c'est pareil, elle va quand même montrer qu'elle l'accepte aussi. Donc, c'est fait de manière artificielle et en fait je trouve que les personnages passent plus de temps à essayer d'haïr Daenerys et surtout ses conseillers qu'à essayer de l'aider. Vraiment. Parce qu'en soit les bourdes complètement idiotes faites par Tyrion et puis la suspicion à la truelle de Varys, en fait il n'y a rien vraiment de fait qui est fait pour aider Daenerys en fait à prendre les bonnes décisions. Quoi. Donc en effet, c'est pas un serviteur loyal qui sera très manquant de toute manière à Daenerys. Hein. Et puis ensuite, il y a la rupture de Jaime et Brienne qui est complètement mal écrite. Je ne reviendrai pas là-dessus. Enfin, si, j'y reviendrai plus tard. Épisode 6. Quand Tyrion propose à Bran le trône, ce dernier dit, et attention, c'est là où j'ai parlé de Bran, pourquoi crois-tu que j'ai fait tout ce chemin dit Bran. C'est sa phrase quand Tyrion dit Bran pourrait devenir le roi des 7 couronnes. Bran dit pourquoi crois-tu que j'ai fait tout ce chemin. Je vais revenir sur Bran, parce qu'on dit que Daenerys c'est une grosse tarée parce qu'elle a volé voilà, les gens de Port-Réal. En effet, de toute manière, ça c'est un massacre. Mais Bran, parlons-en 2 secondes. On va mettre Bran en fait sur le trône de fer, un mec qui connaît le passé, le présent, le futur, qui savait très bien en fait ce qui allait se passer, la décision de Daenerys, parce que c'est la corneille à 3 yeux, qui n'a rien fait. Et du coup, qui grâce à ça d'ailleurs accède au trône de fer. Je trouve en fait que c'est complètement aberrant cette conclusion. Et Tyrion, c'est pareil. Parce que bon, on a le dessin merdique de Jon qui va retourner sur le mur parce que voilà, c'est lui qui a mis fin au jour de Daenerys. Mais je rappelle que c'est Tyrion juste avant qui demande à Jon de faire ça. Et Tyrion devient la main de Bran. Donc on a un roi qui savait ce qui allait se passer, qui a laissé faire, et qui se cache, enfin voilà. Les Stark sont quand même forts pour faire la morale sur les bons comportements à avoir, mais Bran, très clairement, on y aurait de quoi lui reprocher. Et en plus de ça, Tyrion, lui, n'assume rien du tout. C'est lui qui a quand même demandé à Jon, il devrait plutôt lui dire « Oui, mais attends, c'est moi qui ai demandé à Jon de faire ça, Jon ne voulait pas. » Tyrion devrait assumer la part de responsabilité. Et il n'assume pas, et en plus, il se retrouve encore gradé de main du roi. Quoi. Donc c'est complètement aberrant. Donc, briser la roue, en fait, la roue, elle a été brisée de rien. On a mis une personne qui n'assume absolument pas ce qu'il a demandé et qui prend pas la part de ses responsabilités et qui laisse Jon tout encaisser. Et puis ensuite, on a mis Bran quand même qui est un personnage plus que détestable au final. Donc voilà, Bran et Sansa, 2 personnages détestables, s'en sortent nickel, voilà ce que je disais. Et tout ce chemin parcouru pour rien. En effet, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant l'épisode final de Game of Thrones et même la fin de Game of Thrones. En fait, tu regardes la saison 1, tu regardes la saison 8, tu peux balayer tout ce qu'il y a entre. Parce que rien ne change. Jaime avec Cersei, tout son parcours qu'il a fait avec Brienne, qui aurait pu lui servir à grandir, qui aurait pu lui servir à faire les bons choix, eh bien pourquoi ça ne sera pas fait? On ne sait pas. Il restera avec Cersei. Jon, sur le mur, tout son parcours initiatique est balayé parce qu'il va décider, par loyauté du coup, et pour son peuple, de mettre fin au règne de Daenerys. Et il va encaisser à lui seul, du coup, la responsabilité, sans d'ailleurs dire que Tyrion a quand même fortement demandé à Jon de faire ça. Et il retourne à la garde de nuit. Tout ce qui a été fait au milieu n'a servi à rien. Daenerys, une reine qui a plein de principes, etc., qui veut briser la roue, etc. Tout un parcours évolutif, 6 saisons. On en revient à la conclusion.
les Targaryens sont des fous, comme son frère, comme son père, etc. Donc tout ce qu'on a essayé de construire en nous faisant croire qu'en fait non, les Targaryens, il suffisait juste en fait que il pouvait y avoir des bons Targaryens. En fait, tout ça c'est balayé, on nous ramène à la case départ. Arya, c'est pas une dame c'est pas une dame, elle voulait pas de ça. Elle suit un parcours initiatique de 100 visages, ça sert pas à grand chose. Ça a servi, si vous voulez, sur un plan scénaristique pour la mort des marcheurs, mais après, sur un plan visuel et sur un plan même d'apport, ça aurait pu être bien d'avoir une bataille ou de voir Arya essayer de construire quelque chose par rapport à sa formation pour tuer. Moi, j'ai rien contre le fait que Arya ait tué le roi de la nuit, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dans l'exécution, en fait, que ça me pose un très gros problème. C'est tout. Et là, c'est pareil, on revient à la case départ. En fait, elle va visiter, elle continue son cheminement. Mais très clairement, sa formation a clairement pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, ça a peut-être été plus intéressant qu'il y ait une confrontation Arya-Cersei. Mais bon, pareil. Sansa, au début, c'est une petite garce, une petite peste, voilà, qui a juste d'être reine et d'avoir son prince charmant. Tout son parcours évolutif, où elle a rencontré des bourreaux durant toute sa vie, aurait pu lui servir à être compatissante, à être aimante envers les siens, surtout envers Daenerys, qui est quand même venu l'aider, sans qui son Winterfell, Sherry n'existerait pas. Il n'y a rien de tout ça. Elle fait ses manigances derrière son dos, et tout ce qui arrive à Jon l'arrange bien, parce qu'au final, elle devient reine de Winterfell et l'indépendante de Winterfell. Ce qu'elle voulait. Mais en fait, tout ce qui est au milieu, tu peux l'effacer, ça sert à rien. Tous ces personnages-là, toutes ces intrigues, en fait, scénaristiquement parlant, en fait, ça a été balayé, ça a été hyper mal géré jusqu'à la fin. Et du coup, on a le sentiment de revenir à la case départ. Et puis tout ce qu'on vous a montré avant, ben, on s'en fout, on s'en torche le cul, quoi. Donc, pardon, je suis vulgaire. Mais voilà. Donc, en fait, ma conclusion sur Game of Thrones, je pense que ça aurait pu être une bonne série si ça avait été mené jusqu'au bout, correctement, avec le nombre d'épisodes nécessaires, avec une écriture de qualité. Et voilà, c'est tout. C'est surtout l'écriture qui pêche, en fait, hein, que ce soit dans les dialogues, dans les scènes, etc. Et ça n'a pas été le cas. Apparemment, J.R. Martin trouve cette fin concluante. Moi, j'ai du mal, franchement. T'es scénariste, t'écris tes romans. Comment, à un quelconque instant, tu peux réellement penser que cette fin est correcte? Franchement, pour moi, faut arrêter, quoi. Cette fin n'est pas correcte. Et franchement, n'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire en quoi cette fin est correcte. Par contre, je veux des arguments, je veux que ça soit appuyé, que ça soit justifié, hein, pas me dire ah non, c'est correct parce que c'est bien fait, non, le fait carré. Non, non, moi je veux des vrais arguments comme là, comme j'ai pu te le montrer, en te sortant des répliques, en te montrant certains passages, etc. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, voilà, je pense que de toute manière, c'était voilà, l'échec Game of Thrones ne pouvait pas se terminer correctement. Et après, c'est dommage parce que non seulement ils ont détruit la série Game of Thrones en tant qu'entité, mais ils ont aussi détruit tout l'univers qu'il pouvait y avoir avec. Parce que très clairement, aujourd'hui, et d'ailleurs on en a eu la preuve sur la série des Marcheurs Blancs, il y a quand même eu un cast, il y a eu un épisode de tournée, elle a été annulée. Pourquoi? Il n'y a pas de potentiel. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant de voir comment ont été faits les Marcheurs Blancs dans leur histoire quand on sait comment ils finissent? Moi, perso, quand je vois la fin de merde qu'ils ont, alors que c'était quand même censé être une menace, on joue aussi, il y a quand même des choses graphiques, avec des trucs qui font dans la neige, avec les corps, etc. Il y avait toute la théorie de l'Azor Ahai, ça aurait pu être quelque chose de riche et d'important. Je rappelle qu'à Winterfell aussi, il y a des passages secrets pour s'échapper. Ça aurait pu être utilisé, ça n'a jamais été fait. Et du coup, quel serait l'intérêt en fait de se taper plusieurs saisons pour voir ce qui est arrivé au Marchand Blanc? Aucun. House of Dragons qui existe, je pense qu'elle fait moins en termes d'audience, j'ai pas été vérifié. J'essaierai peut-être de regarder pour le montage. House of Dragons, quel est l'intérêt de voir ce qui se passe avec les Targaryens? Au final, on nous fait suivre un parcours de Daenerys, on nous dit, celle-là, elle est pas comme les autres, elle va changer de nom, et bim! À la fin, on change de truc, on nous dit c'est une Targaryen, les Targaryens, ils sont fous. En gros, c'est ça. Tous ont fait la preuve de ça. À quoi ça sert de se taper House of Dragon? Ils sont tous tarés, ils vont tous mal finir, et à la fin, de toute manière, on sait que ça se finit très mal. Donc, aucun intérêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement J.R. Martin, je pense qu'il s'est fait déposséder de son œuvre, parce que la série a tellement pris le pas sur les livres qu'à mon avis, je pense qu'il va plus trop savoir comment la terminer. Certes, il a peut-être pris toujours du temps pour écrire ses livres, etc. Mais à mon avis, je pense que quand quelque chose de ce genre se produit,
quand la série prend une telle ampleur et dépasse ton œuvre propre à toi, et qu'en plus de ça, elle crée toute une polémique par rapport à la fin, je pense que tu peux être freiné au fait de vouloir la terminer. Donc, est-ce qu'on aura une fin en déroulement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, très clairement, moi je serais à la place de Gérard Martin, j'aurais quand même les boules parce que c'est vrai que tout son univers, je trouve, est parti en fumée, ensemble, dans la calice. Donc voilà, cette vidéo se termine. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à commenter, liker, partager. On se retrouvera très bientôt pour un numéro sur The Grand Budapest Hotel que je ferai pendant mes vacances. Je suis en vacances vendredi prochain, donc je ferai ça. Et puis tu auras aussi le numéro de Joker Folia 2. Je te dis à très bientôt. Bye!